Tu es en seconde et déterminer une loi de probabilité, ça te fait toujours peur. Et pourtant, tu vas voir, mais c'est super facile, regarde. Imaginons que je considère une urne, d'accord, dans laquelle il y a des boules. Alors, on va dire qu'il y a 3 boules bleues, je mets 3 boules rouges, mais aussi 2 boules vertes. Et en fait, on tire au hasard une boule dans l'urne et on vous demande de déterminer en fait la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. On va dire que les boules, elles sont toutes indiscernables au toucher. C'est-à-dire que quand on met la main dans l'urne, on ne sait pas la couleur, on ne peut pas sentir la couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer la loi, il va falloir qu'on donne les issues possibles et la probabilité que ces issues se réalisent. Il y a finalement 3 issues possibles ici. Soit je tire une boule qui est bleue, soit je tire une boule qui est rouge, soit je tire une boule qui est verte. Donc une loi de probabilité, on la donne généralement sous la forme d'un tableau, tout simplement, où la première ligne correspond en fait aux issues possibles, donc issues, et la deuxième ligne, la probabilité qu'on ait ces issues. Donc première ligne, on va avoir bleu, rouge et vert. La probabilité d'avoir bleu, il y a combien de boules en tout? Il y en a 8, donc j'ai 3 huitièmes de probabilité de tomber sur une boule bleue. J'ai également 3 huitièmes de tomber sur une boule rouge. Et enfin, j'ai 2 chances sur 8 de tomber sur une boule verte. Et petite remarque de cohérence, quand on additionne ces 3 valeurs, on doit toujours obtenir 1. Voilà comment on détermine une loi de probabilité. On fait un tableau. Première ligne, les issues possibles. Deuxième ligne, la probabilité que ces issues se réalisent. Tu es en probabilité et là, on te demande de résoudre une équation pour trouver une inconnue. Et tu te dis, mais quoi on me parle? Mais c'est trop simple. Regarde, imagine que dans un exercice, on te donne une loi de probabilité où on te dit en fait qu'il y ait 3 issues A, B et C. Donc je vous rappelle qu'une loi de probabilité, c'est un tableau où la première ligne, ce sont les issues possibles et la deuxième ligne, ce sont les probabilités que ces issues se réalisent. Tout ça par rapport à une expérience aléatoire. Imaginons que la probabilité de l'issue A soit égale à 0,2, que celle de l'issue B soit égale à 0,5 et on vous demande quelle est la probabilité de l'issue C qu'on appelle X. Et là, tu te dis, ok, comment je vais faire? Mais tu te souviens qu'il y a une propriété fondamentale sur les lois de probabilité qui dit que quand j'additionne en fait toutes les probabilités de toutes les issues, je dois forcément obtenir 1. Donc d'après cette propriété, je sais forcément que 0,2 plus 0,5 plus x, la valeur de la probabilité inconnue de l'issue C, doit être égale à 1. Ok. Et bien maintenant, j'y vais. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je résous une équation du premier degré, ça tu sais faire depuis la classe de 5e. Et on obtient donc 0,7 plus x égale 1, ce qui nous donne en fait que x va être égal à 0,3. Et on a déterminé notre probabilité inconnue, c'est méga facile. Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule la probabilité d'un événement. Déjà, c'est quoi un événement? Un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers. C'est quoi l'univers? C'est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. On va faire un exemple très facile. Imaginons que je lance un dé qui a 12 faces. D'accord? Bon, donc oméga, ça va être tous les entiers compris entre 1 et 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais considérer l'événement M. L'événement M, ça va être le nombre obtenu est un multiple de 5. Comment je fais pour calculer la probabilité de l'événement M? Eh bien, c'est très simple. Pour calculer la probabilité d'un événement, on va compter le nombre d'issues qui vont réaliser cet événement divisé par le nombre total d'issues. Ici, on a un dé à 12 faces. Le nombre total d'issues, je le connais. C'est directement 12. Maintenant, il faut que je regarde parmi les issues de mon univers quels sont les nombres en fait qui vont être ici multiples de 5. Donc on va avoir 5 et on va avoir 10. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, tu as raison, je ne me suis pas trompé, il y en a bien 2. Il y a donc 2 chances sur 12, la probabilité vaut 2 douzièmes, de tomber sur un multiple de 5 quand je lance un dé à 12 faces numéroté de 1 à 12, un dé non truqué bien sûr. Et on peut même la simplifier et dire que cette probabilité est égale à 1 sixième. Dans un cadre un peu plus général, à chaque fois que tu vas vouloir calculer la probabilité d'un événement, tu vas compter le nombre d'issues qui vont réaliser cet événement divisé par le nombre d'issues qu'il y a dans l'univers oméga. Comment on fait pour construire un arbre de probabilité sans se tromper? Et tu vas voir que ça va te suivre jusqu'à ton bac et même dans tes études supérieures. Je vais te faire un exemple à l'oral très simple. Imaginons que tu es fan de voitures et que dans les Ferrari par exemple, il y a une pièce spéciale que pour les Ferrari et que ces pièces, elles sont produites dans 2 usines. Une usine A
et une usine B. Et que parmi celles qui sont produites dans l'usine A, certaines vont avoir un défaut, d'autres non. Et parmi celles qui vont être créées dans l'usine B, eh bien, vous allez avoir un défaut ou pas. Et là, on te dit, bah, on va te donner des probabilités, mais on va te dire, fais un arbre un peu pour savoir ce qui se passe. Tu vas dire, ok, bon, ben, ma pièce, soit elle est dans A, soit elle est dans B. Donc, tu peux faire un arbre avec d'abord 2 branches qui va justement découper l'usine dans laquelle va être produite la pièce. Soit A, soit B. Et ensuite, on te dit, bon, si elle a été produite dans l'usine A, soit il y a un défaut, soit il n'y en a pas. C'est pour ça ici que je dis l'événement contraire de D, que je note D bar. Et puis, parmi celles qui ont été produites dans l'usine B, soit j'ai un défaut, soit je n'en ai pas. Et ensuite, dans ton énoncé, il faudra regarder les probabilités qu'on te donne une fois que tu as construit ton arbre. Par exemple, si je te dis 95% des pièces sont produites dans l'usine A. Donc tu sais qu'ici, il va y avoir 0,95. Oui, mais tu sais aussi que s'il y en a 95% qui sont produits dans l'usine A, ici, je vais avoir 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. Et puis ensuite, par exemple, je te dis, bon, ben, parmi celles qui sont produites dans l'usine B, il y en a 40% qui ont un défaut. Donc tu vas dire, ok, parmi celles qui sont produites dans l'usine B, 40% qui ont un défaut, donc ici je vais avoir 0,4. Ouais, d'accord, mais ici si j'ai 0,4 à chaque fois, la somme des probabilités issues d'un nœud vaut toujours 1. Donc ici je vais forcément avoir 1 moins 0,4 et ça va me faire 0,6. Et puis dans l'énoncé, imaginons que je te dise, et puis parmi celles qui sont produites dans l'usine A, seulement 25% d'entre elles possèdent un défaut. Donc tu vas pouvoir dire, bon, bah, alors ça veut dire qu'ici j'ai 0,25 et ici, du coup, 1 moins 0,25, à savoir 0,75. Voilà comment on construit un arbre de probabilité. On se sert de l'énoncé, on crée les chemins avec les branches de l'arbre et ensuite, grâce à l'énoncé, on complète sur les branches les probabilités correspondant en fait aux probabilités que tu auras dans l'exercice et dans l'énoncé de ton exercice. Tu connais la formule pour calculer la probabilité de A union B, mais tu ne l'as pas comprise en fait. Je vais t'expliquer tout de suite. Regarde, si on te dit, et tu la connais parce que tu l'as appris par cœur, que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, tu la connais cette formule, tu l'as apprise. Mais pourquoi c'est ça? Mais regarde, si je prends par exemple un univers oméga qui est représenté par mon rectangle, un événement A qui est représenté par cette ellipse et cet événement B qui est représenté par cette ellipse ici. On est d'accord que ici, si je veux calculer la probabilité de A union B, A union B, tu te souviens que c'est tous les gens qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Alors, finalement, je vais le surligner d'une couleur très, très légère, vous allez comprendre pourquoi. A union B, c'est tout ça. Ok. Alors, quelle est la probabilité d'avoir A union B? Pourquoi finalement on retranche le A inter B? Mais pourquoi? Parce que regarde, A union B, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P de A, donc finalement le premier cercle, c'est bon, je l'ai. P de B, le deuxième cercle. C'est toujours pas des cercles, mais vous m'avez compris. Hein. Et ensuite, je me rends compte qu'ici, je l'ai compté 2 fois. Quand j'ai fait P de A, j'ai compté l'intersection. Quand j'ai fait P de B, j'ai recompté l'intersection. Eh les gars, il va falloir l'enlever une fois. Et du coup, en enlevant l'intersection, je peux dire que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, on appelle ça un diagramme de Venn en fait. Ça permet de vous montrer avec un schéma qui est l'intersection, qui est l'union et de comprendre du coup l'utilisation de cette formule. Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à utiliser un arbre de probabilité pour calculer des probabilités. Le plus simple, c'est l'intersection. Regarde, ici, si je te donne cet arbre de probabilité, donc A bar et ensuite B, B bar, B et B bar, et qu'on te dise dans un énoncé calculer la probabilité de A inter B, c'est-à-dire qu'on soit à la fois dans A et dans B. Il n'y a pas de formule finalement, tu n'as pas vu de formule au programme de seconde, il en existe une et tu la verras l'année prochaine en première spé, mais en seconde il n'y a pas de formule. Par contre tu peux t'appuyer sur ton arbre de probabilité. Si tu veux A et B, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir réussi A et ensuite réussir B, il faut avoir réussi les deux. Donc en fait, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité que vous obtenez quand vous suivez ce chemin-là dans l'arbre. Et quand vous suivez un chemin dans l'arbre, on va multiplier les probabilités qui composent ce chemin. Donc ici, P de A inter B, c'est tout simplement 0,4 fois 0,9 et vous allez trouver 0,36. Et imaginons qu'on aille un peu plus loin. Je change de couleur pour vous montrer ça. Imaginons que l'on vous demande maintenant de calculer P de B. Oh là, alors vous dites, comment on fait pour faire P de B? Pour faire P de B, vous allez dire, ok, pour arriver à B, il faut d'abord que je passe par A ici et B, mais j'aurais très bien pu passer par A bar et B. Et dans les deux cas, vous arrivez à B. Donc vous allez dire que pour calculer P de B, eh bien vous allez calculer P de A inter B plus P de A bar inter B. Cette formule,
L'année prochaine, tu lui donneras un nom. On l'appellera la formule des probabilités totales. Mais ce n'est pas encore à ton programme. Mais comme ça, tu le sais déjà. Et pour calculer P de 1 inter B, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire c'est 0,4 fois 0,9. On l'a calculé tout à l'heure. Ça fait 0,36. Et ensuite, tu vas dire que c'est 0,6 fois 0,3, à savoir 0,18. Et le résultat est égal à 0,54. Voilà comment en seconde, tu peux te servir d'un arbre de probabilité pour calculer en fait tout simplement des probabilités. Je vais te donner un exemple dans cette vidéo de détermination d'un intervalle de fluctuation. À quoi ça sert? En gros, imaginons que tu as envie de tester sur une population la présence d'un caractère du style les yeux bleus. Donc tu vas prendre un échantillon et puis tu vas demander à tout le monde est-ce que vous avez les yeux bleus ou pas les yeux bleus. Mais on est d'accord qu'un échantillon, parfois, il n'est pas représentatif de la population. Imaginons que tu tombes dans un échantillon où il y a plein de personnes qui n'ont pas les yeux bleus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner ce constat que tu fais sur cet échantillon avec un intervalle de fluctuation. Moi, je t'affirme, par exemple, c'est un exemple, c'est pas vrai, que 70% des gens en France, d'accord, ont les yeux bleus. Donc, tu connais une proportion en France des gens qui portent le caractère que tu étudies. Et on va dire que tu fais un échantillon de 100 personnes. Tu as récupéré 100 personnes. Donc ça, c'est la taille de ton échantillon, petit n. Eh bien, tu peux effectuer, calculer, déterminer un intervalle de fluctuation par rapport donc à cette proportion et à la taille de ton échantillon. L'intervalle, que j'appelle I, vous savez que c'est P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Ça veut dire que quand tu vas faire après la mesure de la fréquence des personnes qui ont des yeux bleus, tu vas pouvoir dire, oh, est-ce que la fréquence, elle appartient à cet intervalle? Auquel cas, ça veut dire que mon échantillon, il tient la route. Ou est-ce que la fréquence que j'observe, moi, dans mon échantillon, elle n'appartient pas à l'intervalle? Ce qui veut dire que peut-être que mon échantillon ne tient pas la route. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, pas compliqué, 0,7 moins 1 sur racine de 100, 0,7 plus 1 sur racine de 100. Ça me donne 0,7 moins 0,1, 0,7 plus 0,1. Et mon intervalle sera donc égal à 0,6, 0,8. Ce qui veut dire qu'avec un certain pourcentage de risque de ne pas me planter, ici à 5%, on peut affirmer que normalement, si dans la fréquence de mon échantillon, j'ai entre 60 et 80% de personnes qui ont les yeux bleus, ça veut dire que mon échantillon il est représentatif. Avec un certain risque de me tromper, un risque de 5% de me tromper, donc de 95% d'avoir raison. Par contre, si je trouve des valeurs qui sortent de l'intervalle, ça veut dire que j'ai 5% de chance d'avoir un échantillon qui ne fonctionne pas. Voilà en tout cas ce que tu dois retenir, le plus important, c'est cette formule. C'est la formule qui va te permettre de déterminer tout simplement un intervalle de fluctuation. Si je te dis que tu es en seconde et que tu vas apprendre un truc de bac plus 2, bac plus 3, tu ne vas pas me croire. Et pourtant, oui, la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, c'est un domaine des mathématiques en fait, qui est donc dans les probabilités et c'est un phénomène incroyable. Imagine, je te donne un exemple. Tu lances une pièce, ok, une pièce est de 10 centimes et tu regardes si tu as pile ou face. Tu la lances 10 fois. Et là, tu regardes, tu dis, c'est pas possible. Alors, on est d'accord que la pièce n'est pas truquée. Normalement, tu devrais avoir autant de piles que de faces, puisque la probabilité de tomber sur pile, c'est 1/2, et la probabilité de tomber sur face, c'est aussi 1/2. Et toi, quand tu lances ta pièce, tu fais 10 lancers, et sur tes 10 lancers, tu obtiens 7 piles et 3 faces. Tu te dis, oh, mais c'est bizarre quand même. Alors tu dis, allez, j'en fais 1000 de lancers. Et sur tes 1000 lancers, eh bien, tu obtiens 450 piles et 550 faces. Tu te dis, ok, bon, c'est toujours pas bon. Et après, tu fais 1 million de lancers. Et là, tu obtiens 499 631 piles et tu obtiens 500 369 faces. Et en fait, plus ça va, et plus on se rend compte que ça s'équilibre. C'est ça la loi des grands nombres. La loi des grands nombres est que si vous répétez un certain nombre de fois, et ce nombre de fois, il est de plus en plus grand, une expérience, eh bien, ce que vous allez constater en issue, en résultat, ça va se rapprocher de plus en plus de la valeur théorique. Ici, on se rend compte qu'on a à peu près en probabilité 1/2 si on fait ça divisé par 1 million. Et ici, pareil, et plus ça va aller, et plus on va se rapprocher de 1/2. Alors qu'ici, on avait 0,7 et 0,3 si on divisait par 10. C'est ça la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, elle dit que quand vous répétez une infinité de fois, un très 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 grand nombre de fois, quand on fait tendre vers l'infini le nombre de fois que vous répétez une expérience aléatoire, eh bien la fréquence d'apparition d'une issue va tendre vers sa probabilité théorique de réalisation. C'est la loi des grands nombres. Tu peux maintenant déjà passer le bac, tu as déjà compris ça, c'est un truc de fou.